Eh bien, ça faisait longtemps. Comment commencer une vidéo de retour après 5 ans d'absence? Il s'en est passé des choses en 5 ans. Hein. Il s'en est passé des choses. Ça peut se voir à mon allure, à ce qui se passe derrière moi, et ce qui se passe juste devant moi, c'est-à-dire un chat qui risque de foirer le plan. Pammy. Eh ben, je suis de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, c'est promis. Pourquoi ne pas revenir avec mes lectures de début d'année? Hein, on va se faire un bilan à 6 mois, moitié de l'année 2025, ça me paraît pas mal. Pour l'instant, je vais les mettre par ordre chronologique. Je sais que certaines personnes classent les livres par genre. Si vous avez envie que je change de principe et que je classe par genre, je ferai ça pour la prochaine fois. Est-ce qu'il va y avoir un chat dans le plan? Si, il y a chat dans le plan. Bon, je vous présente Pumpkin. Un chat de 3 ans que nous avons adopté au mois de novembre, qui a très bien trouvé sa place, voilà, et qui, ma foi, est très à cheval sur les horaires. Donc, on va commencer avec mes lectures du mois de janvier. Et j'ai commencé l'année avec du très lourd. Voilà. Betty de Tiffany McDaniel. Alors, ce n'est pas le premier Tiffany McDaniel que j'ai lu. J'ai lu Du côté sauvage avant de lire Betty. Et je dois dire que je préfère Du côté sauvage. Puisque Betty, pour les 3 personnes qui n'ont pas entendu parler de ce livre, c'est une biographie sur la maman de Betty qui a vécu, ma foi, une enfance particulière, si je puis dire, puisque son père est un natif de la tribu Cherokee et sa mère est blanche et victime de violences intrafamiliales. Voilà. Et en fait, elle va vivre avec ses frères et sœurs un peu partout, dans plusieurs états des États-Unis, et on va suivre son quotidien, suivre son parcours et les violences intrafamiliales qu'elle va voir. Elle va pas forcément subir tant que ça, par rapport à sa mère si. C'est un livre qui parle de sujets très difficiles. Violence intrafamiliale, vous prenez le tout. Ça parle de sujets extrêmement violents, mais avec une plume et avec une écriture qui est absolument fantastique. Et c'est ce qui m'a tenue, en vrai. Dans Betty, c'est ce qui m'a tenue. Dans Du côté sauvage, ça a été le mélange de narration, le mélange de la plume. Ça a été un tout qui a fait que j'ai préféré Du côté sauvage. Betty, il me manquait cette partie narrative qu'il y a dans Du côté sauvage. Je pense que dans celui-ci, Tiffany McDaniel n'a pas osé partir dans la narration, ce qui se comprend totalement puisqu'elle voulait raconter l'histoire de sa mère. Elle n'allait pas commencer à inventer des choses. Donc, ce fut une très très bonne lecture quand même, qui m'a quand même plus marqué sur la deuxième partie, mais en tout cas c'est une très très bonne lecture. Je vous la recommande, évidemment. Ensuite, j'ai lu Nijigara Holograph. Hop. Voilà. Qui se traduit par Le chant de l'arc-en-ciel. Je vous avouerai que je ne me souviens pas de grand-chose de celui-là. Je l'ai gardé parce que je me suis dit qu'il fallait que je le relise. Là aussi, violent, hein, trigger warning. De toute façon, pour la plupart des lectures que je vais dire, trigger warning, ça fait aussi partie des choses qui ont changé en 5 ans. Ce fut une lecture très prenante, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris. Et l'auteur Inyo Asano, c'est également l'auteur de Bonne nuit Poun Poun, qui est aussi une œuvre qui est connue pour être quelque peu difficile, on va dire. Quelque peu difficile. Donc on a des scènes assez trash dans celui-ci, mais j'ai quand même accroché, j'ai quand même bien accroché, donc je vais essayer de le relire pour voir si j'ai un peu mieux compris. Mais ce fut quand même une lecture très prenante. Thriller futuriste en l'occurrence. Dernier meurtre au bout du monde de Stuart Turton. J'avais énormément apprécié Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je n'ai pas lu le deuxième et dès que celui-ci est arrivé, je me suis jetée dessus. Voilà. Sauf que ce fut une petite déception. Histoire des derniers représentants de l'humanité qui vivent sur une île protégée par un bouclier qui empêche un brouillard qui est dévastateur et qui a dévasté l'humanité et la planète tout entière, de s'approcher de l'île et de tuer les derniers représentants de l'humanité. Sauf que il va y avoir un meurtre. C'est un peu dit dans le titre, c'est pas un spoil. S'il y a bien une critique que je fais assez régulièrement dans des livres, la plupart du temps, c'est ça aurait pu être moins long, on aurait pu enlever une centaine de pages. Là, on aurait pu rajouter une centaine de pages. J'ai trouvé que ça allait un peu trop vite en besogne, quoique le début était très lent.
La mise en place, la mise en place est vraiment très lente et j'aurais voulu que ça aille un peu plus vite. Donc peut-être réduire les 50 premières pages et en rajouter 50 d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce fut une petite déception, quoique l'arc narratif de la protagoniste était vraiment intéressant à suivre. Donc c'est ce que je retiens de ce bouquin, et également l'ambiance. Ce fut une bonne... il y avait une bonne ambiance. C'est toujours difficile de parler de bonne ambiance dans des thrillers, mais... Ce fut une bonne lecture, mais pas suffisamment intéressante pour que je la garde. Contrairement, alors j'ai pas les 7 morts d'Evelyn Hardcastle en papier, mais je l'avais lu en liseuse et je sais que c'est un livre que je pourrais potentiellement m'acheter et que je pourrais potentiellement offrir, puisque lui pour le coup m'avait beaucoup plu. Dans un tout autre genre, parce que les thrillers et les trucs glauques, ça va bien 5 minutes, on a quand même besoin d'un peu de douceur avec Orange de Ichigo Takano, que j'ai adoré. J'ai le coffret, je sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai j'ai le box en fait avec tous les tomes, et je l'avais lu au moment, j'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes au moment de leur sortie il y a 10 ans. Je crois. Attendez. Prenons-nous un coup de vieux dans la tronche. Il y a 10 ans. Voilà, donc je les avais lus au moment de leur sortie, sauf que je n'avais jamais pris l'occasion et j'avais jamais pris le temps de lire la fin de cette saga. Et je l'ai fait, et ce fut absolument doux, et en même temps très juste dans les thématiques qu'il aborde, qui sont pas des thématiques faciles non plus. Hein. Ça parle de mal-être, de dépression, de solitude adolescente. Nous suivons, comment qu'elle s'appelle, Nao. Nous suivons Nao qui, un matin où elle va au lycée, reçoit une lettre de son elle du futur, qui lui demande en fait de changer des actions qu'elle va faire dans la journée pour éviter un drame, pour éviter que le nouvel élève ne mette fin à ses jours avant la fin de l'année. C'est vraiment doux, on suit les 2 temporalités en même temps, on voit les regrets, on voit, comme je disais, la dépression, la solitude, l'impression d'être seul alors que nous sommes entourés. C'est vraiment très bien fait. Ça a été une série dont j'ai eu besoin à ce moment-là, de lire à ce moment-là, et ça m'a beaucoup réconfortée. Bon, revenons au glauque. Donc, j'ai la version anglaise, mais c'est la version française que j'ai lue, Lapin, de Mona Awad. Vous l'avez peut-être vu passer parce qu'il a fait son petit buzz dans tout ce qui est communauté horrifique, etc. Il le mérite. Il le mérite. Nous suivons Samantha qui va à l'université, qui est dans un club d'écriture, on va dire ça comme ça, et en fait, elle est donc en club d'écriture avec 4 autres filles qui sont un peu ses opposés, et ces filles sont un peu l'archétype des girly girls qui s'habillent en rose, qui mangent que des trucs mignons, que des mignardises, se demander comment elles tiennent debout à la fin de la journée. Et en fait, par un concours de circonstances, Samantha va se retrouver au cœur de ce groupe, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Surtout pour le pire. Et si vous aimez les lapins, je sais pas si c'est une très bonne idée de le lire. Voilà, j'ai adoré Mona Awad, j'aime énormément son univers, très glauque, très étrange, très weird fiction. Et voilà, j'aime énormément Bunny, et j'ai également aimé son autre bouquin que j'ai pu lire en français, qui est Tout est bien. Voilà, c'est une autrice que j'aime énormément et dont je vais suivre les œuvres avec attention. Restons dans le glauque, mais le glauque écrit au masculin cette fois. As-tu mérité des yeux de Éric Larocca. Nous suivons Agnès qui, sur un forum de discussion, va proposer à la vente son éplucheur à pommes. Et disons que elle va rencontrer une personne qui va changer sa vie, mais pas dans le meilleur sens du terme. Souvent, quand on fait des résumés comme ça, c'est pour le bien, hein, que la vie va changer. Non, là, c'est pas pour le bien. C'est une novella extrêmement efficace qui reprend la manière épistolaire, mais via les forums et via la messagerie instantanée, qui est vraiment très cool. Et ce que j'ai également beaucoup aimé dès le départ, et qui a semé le doute, et à partir du moment où ça sème le doute et que ça attise ma curiosité,
c'est que ça a déjà marché sur moi. L'auteur brouille la frontière entre la réalité et la fiction. Ça va parler de dépendance affective, ça va parler là aussi de solitude, ça va parler d'homosexualité également, puisque Agnès donc va rencontrer Zoé et elles vont commencer à entretenir une relation entre elles, qui est un peu une relation toxique, hein, on va pas se mentir. C'est comme ça que j'ai commencé mon année 2025, de bonnes lectures en perspective. En février, j'ai commencé alors par une petite lecture sympa, vraiment sympa. Faut pas prendre les CON pour des gens. C'est le tome 5 que j'ai lu, c'est mon père en fait qui l'avait dans ses bagages, et bah vu qu'il l'a ramené à la maison, j'en ai profité pour le lire. Humour absurde, qui marche beaucoup sur moi puisque je suis très friande de l'humour absurde. Une autre sorte d'humour qui marche très bien sur moi, l'humour noir, et il meurt à la fin, de Loulubi, qui est une bande dessinée qui va parler des origines des contes de fées. Donc l'autrice va s'amuser à nous raconter les origines, ou en tout cas les premières versions des contes que nous connaissons, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge. Il y a des contes qu'on connaît très bien, mais il y a également des contes qu'on connaît moins bien. Et bon, des versions qu'on connaît pas du tout, hein, comme celle où Cendrillon est un peu la cause à son propre malheur. Il y a également le conte des deux frères, il y a des contes pour adultes. Voilà, La vieille écorchée, par exemple. Ah là là, qu'est-ce qu'on était créatif, hein. Vraiment très drôle, très bien dessiné, humour qui marche très bien sur moi. Et puis Loulubi, c'est une valeur sûre. Vraiment, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment très bien ce qu'elle fait. Une autre BD que j'ai lue, merci, Le point de bascule de Cathy Bor, c'est l'histoire donc de Caroline, qui en fait va se faire virer comme une malpropre de son travail, tout simplement parce qu'elle a 50 ans et qu'elle ne sert plus à rien et qu'elle est invisible. Et du fait qu'elle aura l'impression de se sentir invisible pour l'humanité, on va dire, elle va décider de devenir l'assistante d'un détective privé, puisque c'était un peu son rêve, et elle l'a toujours laissé de côté, parce que la vie d'adulte, vous-même vous savez. Et ce fut très sympa, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. J'ai trouvé que le concept de à partir de 50 ans, on devient invisible, n'était pas aussi abouti que j'aurais voulu, ou en tout cas, ça n'a pas pris la direction que j'aurais voulu que ça prenne, mais j'ai quand même passé un bon moment avec cette BD. J'ai lu Magali, de Caril Ferret. Magali, donc c'est Magali Blandin, qui fait partie des féminicides de 2021. Et en fait, ça a beaucoup marqué Caril Ferret, puisque ça s'est passé dans la ville de son enfance, enfin le village de son enfance. Et il va y retourner en essayant de comprendre qu'est-ce qui a bien pu faire qu'un tel drame, qu'un tel crime ait pu se passer dans le village où il a grandi. C'est une lecture mi-figue, mi-raisin. J'ai bien aimé le fait qu'il parle de son approche de l'écriture, de ce qui le motivait à revenir dans son village et de revenir sur cette affaire qui a été quand même bien médiatisée. Malgré tout, j'ai trouvé qu'à certains moments, il racontait un peu trop sa vie. Voilà, j'ai trouvé qu'il racontait un peu trop sa vie et qu'il nous racontait un peu trop ses frasques d'adolescent, et j'ai trouvé ça un peu ennuyeux à certains moments. Je le recommande quand même puisque c'est un sujet important et le rapport avec l'écriture rend ce texte vraiment intéressant. Par contre, tout de suite après, j'ai lu un autre livre qui peut s'apparenter un petit peu à Magali, même si, bon, au niveau de la thématique, c'est pas tout à fait ça. C'est Les fantômes du lac, mémoire d'un village meurtri, de Manon Gauthier-Fort. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce que là, on rentrait un petit peu dans le surnaturel. L'autrice ne part pas dans la fiction, elle est allée en fait dans un village, alors je ne sais plus si le village... C'est un village de la Marne. L'autrice va s'intéresser à un fait divers qui a eu lieu donc dans ce village de la Marne en 1978, où 2 petites filles ont été retrouvées noyées dans un lac. Et dans les pas d'à côté du lac, du dit lac, et du village du coup, eh bien il y aurait des apparitions surnaturelles de 2 petites filles. Voilà. Vous comprenez. Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, mais vous devez vous souvenir que ce genre de choses, ça m'intéresse. J'ai vraiment aimé l'enquête que l'autrice a faite de ces 2 affaires, on va dire, qui sont quand même un peu liées. Un peu la vie d'un village qui est résumé. Quand il se passe un drame, qu'est-ce qui se passe?
Surtout que c'est un drame terrible. 2 petites filles qui se noient. En plus, je crois que c'était au moment de leur communion. Donc, il y a presque une figure christique qui se rajoute au mythe de ce village. C'était vraiment intéressant, vraiment très bien ficelé. L'autrice l'a vraiment très bien écrit. J'ai adoré. C'était très très chouette. Un livre qui a été recommandé par Margorito. Je vais y arriver. La plupart du temps, quand je cherche des lectures weird fiction, c'est vers elle que je me tourne parce que la plupart du temps, on se sait, et j'ai vraiment pas été déçue par La Pilule, suivie de Big Girl de Meg Ellison. C'est un recueil de nouvelles, mais également d'autres textes de Meg Ellison, qui va parler beaucoup de grossophobie, de rapport au corps. Oh, ça parle bien des États-Unis d'aujourd'hui. Ouais. La Pilule, qui est du coup la nouvelle qui donne son titre au recueil, c'est l'histoire d'une société... Non, quand même contemporaine, c'est pas tant futuriste que ça, mais en tout cas, une société où on a découvert une pilule qui fait maigrir les gens. Et ça marche vraiment, hein, les gens maigrissent, c'est vrai. Mais d'une atroce manière. Je ne dirai évidemment pas laquelle. Si vous êtes sensible au sujet de la grossophobie, faites attention, mais j'ai trouvé... En tout cas, que ce recueil de textes est très vrai, très juste, et l'écriture est absolument incroyable, très punchy, très incisive. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que je vais me laisser tenter par le roman de Meg Ellison. Encore faut-il que je lise les autres livres de ma palle, parce que ça, c'est un truc qui n'a pas changé en 5 ans. J'ai toujours une palle monstrueuse. Et ça, c'est un livre où je ne m'attendais pas à le bouffer. Mais vraiment, je l'ai littéralement dévoré. Il s'agit de La Mère de la Tranquillité d'Emily St. John Mandel. J'en avais entendu que de très bonnes critiques, c'est pour ça que je me l'étais procuré. Mais vraiment, c'est typiquement le livre où je me suis assise dans le canapé, je l'ai commencé, et 2 heures plus tard, je me suis relevée en mode « Hein, quoi ? Il s'est passé combien ? Quoi ? Il s'est passé 2 heures ?» C'est ce genre de livre. C'est un livre également difficile à résumer, puisque c'est un livre qui est de la science-fiction. Ça, je peux le dire, je peux le préciser. Cependant, vu que ça traite beaucoup de temporalités et de 4 temporalités différentes, 4 ou 5, je ne sais plus, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Ça va parler de synchronicité, de bugs dans la matrice, si je puis dire, qui était vraiment très prenant, c'était vraiment très chouette. Et je découvrais Emily St. John Mandel avec ce livre, et je pense que je vais découvrir d'autres romans de cette autrice, parce que vraiment, c'était incroyable. Oui, je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, dans des transports, etc. Dès que j'avais 5 minutes, je pouvais pas m'empêcher de le lire. Vraiment, il m'a agrippé ce bouquin, c'était incroyable. Ensuite, j'ai lu en livre audio Patronyme de Vanessa Springora. Vanessa Springora va revenir sur la mort de son père, qui est une mort violente. Si je me souviens bien, c'est le S-word. Et elle va se reposer la question de ses origines et de son nom de famille, puisqu'il est un peu particulier et un peu des mensonges, en tout cas ce qu'elle pense être des mensonges de son père par rapport à leurs origines qui seraient tchécoslovaques, mais le Springora ça sonne pas tellement tchécoslovaque, enfin vraiment elle comprend pas et elle va déterrer un peu les secrets familiaux et revenir sur ses origines et sur les origines également de son père. C'est un livre que j'ai bien aimé, en tout cas tout ce qui était en rapport avec la Seconde Guerre mondiale et toute l'histoire de la Tchécoslovaquie, enfin en tout cas de la République tchèque. C'est une histoire qu'on ne connaît pas tant que ça, qu'on nous a pas appris à l'école, puisqu'il y a énormément d'événements qui sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, et typiquement la République tchèque, on n'en a pas tant parlé que ça. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, tout ce qui était plus autobiographique, en fait, je trouvais que c'était un peu trop proche de ce qu'on voit très souvent dans la littérature francophone. Et comme vous pouvez le voir avec ce que je vous ai donné comme exemple de mes lectures, je lis de moins en moins de littérature française parce que c'est toujours un peu la même chose. Là aussi, on retrouve un peu ces mêmes thématiques de la recherche d'identité, etc. J'ai bien aimé le lire sur le moment. Ensuite, j'ai lu également en audio Les Bouchères de Sophie Demange. Grosse déception.
ça a été ma grosse déception. C'est typiquement un bouquin qui aurait pu me plaire et qui avait le potentiel de me plaire, sauf que, bah... l'exécution ne m'a absolument pas convaincue. On suit Anne et Stacy qui se sont rencontrées lors de leur CAP de boucherie et qui, en fait, se sont liées d'amitié un peu par un concours de circonstances et un peu par la force des choses, puisque même si leurs personnalités sont un peu à l'opposé l'une de l'autre, disons que les propos misogynes, sexistes de leur promo, vu qu'en plus elles étaient les seules femmes de la promotion, disons que ça les a liées, quoi. Et ça peut se comprendre. Et en fait, Anne va appeler Stacy quelques années après la fin de leur CAP pour lui proposer d'ouvrir une boucherie. Mais une boucherie un peu particulière puisque ce serait pas typiquement la boucherie qu'on connaît toutes et tous, vraiment très blanche, un peu labo, qui peut peut-être rebuter certaines personnes. Non, elle veut vraiment présenter les pièces de viande un peu comme des bijoux et faire carrément un îlot central où les bouchères vont travailler au milieu de la clientèle. Enfin voilà, c'est vraiment un concept qui est novateur et qui va attirer l'attention dès que la boucherie va ouvrir. Sauf que au fil des semaines, cette célébrité va non seulement attirer des clients fidèles, mais surtout des rumeurs, et il se pourrait que les bouchères seraient liées à des disparitions de notables du quartier. Female Rage Book, à la française, et c'est pour ça que je voulais absolument aimer ce livre, sauf que la narration... Je pense que je reviendrai un peu plus en détail sur ce livre sur mon compte TikTok, parce que oui, je fais peut-être partie de la génération Y, mais j'ai un compte TikTok. Et je pense revenir un peu plus en détail sur ce livre, parce que même si ce fut une grosse déception, il y a quand même un point positif qui est hyper fort dans ce bouquin, ce sont les descriptions. Les descriptions étaient absolument incroyables. Elles abordaient vraiment la thématique du livre beaucoup plus en subtilité que la narration et les personnages que j'ai trouvé un peu creux. Mais par contre, les descriptions, elles étaient loin d'être creuses, elles étaient absolument sublimes. Et bon, quand même une déception parce que la narration a péché selon moi. Ensuite, on revient sur un petit peu de graphique avec Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Donc là, on va également parler de dépression, de mal-être, de TCA également, donc trigger warning là encore, et également d'homosexualité au Japon. J'ai bien aimé, là aussi je pense que je vais peut-être le relire parce que ça n'a pas touché autant que je l'aurais voulu. Ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage. En fait, on me l'a tellement bien vendu, comme un livre qui allait changer énormément de choses dans ma vie que je fus un peu déçue également. Tout autre genre. Bien sûr que j'allais lire le dernier Christelle Dabos, bien sûr, je les lis dès qu'ils sortent. Dans nous sommes dans une société un peu d'anticipation, un petit peu contemporaine, mais surtout assez dictatoriale, où le principe du monde, il y a le nous. Et le monde ne peut pas vivre sans que tout le monde agisse pour le nous, pour le bien commun. Et chaque personne est dotée d'un instinct qui est... Comment dire? Comment expliquer l'instinct? C'est une force en nous qui nous oblige à faire ce que nous sommes censés faire. C'est-à-dire que nous suivons donc plusieurs personnages avec plusieurs instincts différents, et par exemple, il y a une jeune adolescente qui ne peut pas s'empêcher de réparer des choses dès que ça rentre dans son champ d'action. Je vous décris la première scène. Il y a un petit papy qui rentre dans le bus et son caddie, il y a une roue un peu branlante. À partir du moment où il ne rentre pas dans son champ de vision, qui est genre à 2 mètres d'elle, on va dire, elle s'en fiche et elle se force à ne pas y aller. Parce que, elle n'a pas envie de réparer tout le temps des trucs. Sauf qu'à partir du moment où il rentre dans son champ d'action, elle n'a plus aucune volonté, mis à part celle de réparer la chose qui est cassée. Ce qui est très intéressant également, c'est que non seulement les adolescents, en tout cas qu'on suit, et certaines personnes n'aiment pas le nous, n'aiment pas leur instinct, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le réaliser, et il y a un plaisir incroyable qu'ils et elles dégagent, quand ils réalisent leur instinct et quand ils assouvissent leur instinct. C'est vraiment hyper intéressant, c'est un concept assez compliqué à décrire, mais très palpitant et très addictif. Et donc nous allons suivre 2 adolescents qui ont 2 instincts différents. L'un est un protecteur et l'autre est une confidente, oui c'est ça.
et disons qu'ils vont être entraînés dans un complot. C'est tout ce que je peux vous dire parce que sinon ce serait beaucoup trop spoilé et ça serait un peu trop compliqué à expliquer également. Ici, la ligne du montage, je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne vous ai absolument pas parlé de mon ressenti par rapport à nous, donc très bizarre. Je vais tout simplement dire que la plume de Christelle Dabos, ça a été un énorme plaisir de retrouver sa plume, qui est toujours aussi créative, qui nous donne des images originales et très prenantes, très impactantes dans les descriptions, dans le concept même de l'instinct. Le concept du livre a l'air compliqué quand je le dis, mais en vrai, Christelle Dabos a réussi à le rendre hyper naturel, hyper fluide, et la lecture, ça s'est pas senti du tout que c'était un tant soit peu complexe ou quoi. C'est simplement que l'univers est très bien construit, très bien pensé, et avec des personnages très attachants. On a un protecteur qui souhaite devenir très célèbre et qui est prêt à tout pour ça, quitte à se mettre en danger. Et de toute façon, les protecteurs sont faits pour protéger les gens, quitte à se mettre en danger. Et on a cette petite confidente qui est empêtrée dans sa situation et qui sait pas comment se débrouiller avec cet instinct qui la pèse au quotidien. C'est très différent de La Passe Miroir et également de Ici et seulement ici. Ici et seulement ici était très particulier. Je l'ai beaucoup aimé bien évidemment puisque ça reste la plume de Christelle Dabos, mais je dirais que c'est au niveau de construction de La Passe Miroir en un seul tome. Donc très dense, très travaillé. Mais c'est incroyable. Je l'ai dévoré, ce livre. Et c'est dingue de voir à quel point Christelle Dabos pourrait écrire sa liste de courses et je serais heureuse de la lire, quoi. Elle fait partie de mon top 5 d'écrivaines, je dirais, parce que tout ce qu'elle fait, c'est absolument incroyable. J'adore ce qu'elle fait. La fin est peut-être un chouïa en demi-teinte, mais c'est Christelle Dabos, donc c'est un peu son style, mais j'apprécie quand même cette fin parce qu'en fait, le chemin fut incroyable. Ensuite, j'ai lu Le Papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman. Je dirais que c'est un livre à lire avec le contexte. Allez lire des choses en rapport avec l'autrice parce que Le Papier peint jaune, je l'ai beaucoup aimé. Cependant, pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte, le pourquoi du comment l'œuvre a été écrite, vous passerez à côté. C'est très intéressant puisqu'on voit un peu la déchéance mentale d'une femme qui est recluse chez elle de force par son mari qui est médecin, mais c'est pour son bien si elle est recluse parce que bien évidemment qu'une personne dépressive il faut qu'elle reste chez elle et qu'elle ne voit personne. On va revenir sur le livre, c'était très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé puisque ça touche à des thématiques qui m'intéressent et voilà. Et c'est très court, également. Nous revenons sur du bizarre avec La Ronde de nuit de Bora Cheng. Bora Cheng. Bora Cheng. C'est une autrice que j'adore. J'adore. Son premier recueil de nouvelles qui était Lapin maudit, je l'ai absolument dévoré. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré les thématiques. On retrouve le tout là-dedans. Là, ce que j'ai apprécié, c'est que toutes les nouvelles sont relié par un fil rouge sur le lieu, qui est une espèce de... C'est un laboratoire où on soit enfermé des étrangetés. Pour celles et ceux qui connaissent les SCP, ça s'en inspire beaucoup. Voilà. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, puisque moi j'aime bien les SCP. C'est une autrice que j'adore et j'ai très hâte de la rencontrer, puisqu'elle va venir à la Villa Gilet mercredi. Là, au moment où je filme cette vidéo, donc j'ai très hâte et je vais être comme une fangirl. Ce que j'adore dans l'écriture de l'autrice, c'est que en une phrase, elle peut tout faire basculer. C'est super efficace, avec des thématiques qui m'intéressent et qui me touchent. Bref, c'est une autrice que j'adore, elle fait partie de mon top 5 et elle n'est pas dernière. Une autre lecture que j'attendais, mais je vais pas dire comme le Graal, parce que quand même, c'est quand même un peu abusé, mais on va dire que c'est la Aline de 15 ans qui l'attendait avec grande impatience. Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui revient sur les jeux d'Emich, un personnage que j'ai adoré, qui est hyper irrévérencieux, alcoolique, mais on sent qu'il y a de la profondeur et on le voyait déjà dans la trilogie originale. Là, on voit tout ce qu'il a traversé et Bichette,
c'est pas tout rose, hein. En même temps, Hunger Games, vous allez me dire, on n'est pas dans un univers tout rose bonbon à la bisounours. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est que l'autrice n'est pas partie dans la facilité, elle arrivait quand même à faire des petits retournements de situation, parce que, en soi, on connaît déjà la fin. On sait déjà que Haymitch va survivre, puisqu'il fait partie de la trilogie. Voilà. Sauf que l'autrice arrive quand même à créer des petits retournements de situation, un petit peu de suspense quand même, et à nous attacher quand même aux personnages qui entourent Haymitch, et c'est vraiment très fort. Moi qui n'avais pas lu la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, parce que j'avais justement peur qu'elle édulcore un peu trop Snow, mais en ayant lu Lever de soleil sur la moisson, je pense que je lirai peut-être la balade. Je vois que Suzanne Collins ne me prend pas pour des pigeons, quoi. Ou en tout cas qu'elle le fait bien. Ensuite, une lecture que j'ai vraiment adorée, Procès Mazan, une résistance à dire le V, parce que, oui, on est obligé de censurer certains mots sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, de Mathilde Lévesque. C'était absolument passionnant. L'autrice revient donc sur le procès Mazan, que vous connaissez, puisque ça a été très médiatisé, et elle va parler de choses vraiment auxquelles je ne m'attendais pas. Donc déjà dès le début sur le fait qu'on ne peut plus dire le mot V, parce que sinon on est censuré sur les réseaux sociaux. Et c'est quand même un peu compliqué de nommer des choses si on n'a pas le droit de nommer les dites choses. Donc elle va revenir sur le procès Mazan et sur la défense qui a été utilisée pour les accusés. Qui a été divers et varié. Hein. Oui, mais il n'y avait pas intention, donc c'est pas... Oui, enfin bon, sur le cas de Gisèle Pellicot, c'est quand même assez compliqué de dire qu'il n'y avait pas intention, hein. C'est énervant qu'en 5 ans, on ne puisse plus parler avec autant de liberté qu'à l'époque. Ça, c'est un truc de fou. Ça m'énerve, vraiment. Et ce livre m'a aussi énervé, mais dans le bon sens du terme, hein, puisque il m'a fait dire, mais c'est quoi cette défense en carton ? Enfin, c'est même plus du carton. À certains trucs, j'étais en mode, mais c'est quoi cette indécence ? Et une thématique que l'autrice aborde également et à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est l'iconisation de Gisèle Pellicot et pourquoi c'est un problème. C'était vraiment très intéressant et je vous recommande de toute façon ce livre qui était, ma foi, hyper fort et hyper révoltant. Ensuite, on retourne sur les lectures un peu glauques, puisque j'ai lu Les Indignes d'Agustina Basterica. Souvenez-vous, il y a 5 ans, j'avais lu Cadavrexki. Je ne sais plus ce que je disais dans ma vidéo, mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir 5 ans plus tard. Dans Les Indignes, on est sur un roman, là également, post-apocalyptique. Décidément, l'autrice adore les thématiques que ça soulève, et à forte raison, puisque donc dans Les Indignes, nous suivons une protagoniste, elle est recluse dans un couvent avec d'autres personnes qui sont également des indignes, et dans cette espèce de nouvel ordre religieux, donc la religion chrétienne que nous connaissons aujourd'hui, c'est une religion exclue, hein, qui n'est plus la vraie, et il n'y a que la mère supérieure et lui qui diffusent les bons messages et qui tout simplement désigne les personnes qui sont dignes de recueillir les messages et le nom du nouveau Dieu. C'est un huis clos post-apocalyptique, du coup, très glauque quand même, hein, puisque on n'enfile pas que des perles hein, dans ce bouquin et dans ce couvent. C'est même trigger warning, encore une fois, parce qu'il y a violence psychologique, violence physique. C'est endoctrinement également, hein, mais encore une fois j'ai adoré et décidément les autrices argentines me plaisent énormément, en tout cas leurs écrits me plaisent énormément, tout ce qui est en rapport avec le weird, avec le surnaturel, le réalisme magique, enfin vraiment ce sont des genres que j'ai découverts durant ces 5 dernières années et que j'adore, voilà. Et je vous recommande encore une fois Agustina Basterica, hein, c'est vraiment une autrice à suivre. Pour moi, c'est une autrice à suivre et je la suivrai, où qu'elle aille. Ah si, quand même, c'est un coup de cœur. Hein. Ouais, si. Mais en fait, c'est le genre de coup de cœur qui reste. Où quand on s'en souvient, on est en mode... Ouais, c'était bien quand même. Ensuite, j'ai lu La Reine du Noir de Julia Barthes. Petite déception sur celui-ci parce que il m'a pas offert l'intrigue que j'aurais voulu qu'il m'offre.
Nous suivons... Alors par contre, en 5 ans, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est que j'ai une horrible mémoire des prénoms et je vais mettre le nom juste là. Cette jeune femme va voir l'occasion de sa vie se réaliser, c'est-à-dire aller en résidence d'écriture avec Rosa. J'ai plus son nom de famille ou j'ai plus son prénom, bref. Cette autrice-là organise une résidence d'écriture pour 5 de ses lectrices dans son manoir perdu au milieu des États-Unis. Sauf que le problème de la protagoniste, c'est qu'il y a également son ancienne meilleure amie qui va y aller, puisqu'elle est également autrice et elle veut vivre de l'écriture. Sauf qu'elles se sont pas quittées en très bons termes et il y a quelques tensions entre elles. Et ça va se refléter un peu sur le groupe. Et puis, il y a quand même des choses un peu cheloues qui vont se passer, jusqu'à se demander, est-ce que ce manoir n'est pas giga hanté? Alors, petite déception pour celui-ci, parce que, en fait, j'attendais un Haunting of Hill House. Voilà. Et en fait, j'ai pas eu ça. C'est très ancré dans la réalité, si je puis dire. Si vous avez envie, justement, de bails, de manoirs hantés, de trucs gothiques et tout, il y a l'esthétique gothique, mais il n'y a pas tout le surnaturel. Donc ça reste vraiment ancré dans le réel. Je préfère vous le dire parce que, moi, c'est ça qui m'a déçue. On peut pas enlever quand même à ce roman qu'il est bien écrit, dans le sens où c'est très prenant. Les chapitres sont courts, c'est palpitant. On a quand même quelques rebondissements au fur et à mesure. Et puis, l'autrice, là, elle fait flipper quand même. Hein. Mais même moi, je trouvais qu'elle était flippante. C'est pour dire. Pour repartir un peu sur la douceur, le grand magasin des rêves de Mi-Wei Lee. Toujours pas convaincue de ma prononciation du coréen. C'est un recueil de nouvelles, comme on peut le voir avec, par exemple, Tant que le café est encore chaud. C'est un recueil de nouvelles où, comme La Ronde de nuit, le fil rouge, c'est le lieu où ça se passe. Là, en l'occurrence, donc, le grand magasin des rêves, c'est un endroit où les dormeurs se rendent pour acheter des rêves. Ça peut être des rêves absolument surnaturels, surréalistes, ou qui va donner des messages à l'humain, au propriétaire, à la personne qui va se réveiller plus tard après le rêve. C'est quand même un peu commun, dans le sens où les messages qui sont transmis dans ce recueil de nouvelles, on est sur du politiquement correct, quoi. Ah, plus politiquement correct et plus politiquement sud-coréen, et bien carré, bien dans les conventions, tu peux pas faire mieux. Tout le contraire de Bora Chang et de La Ronde de nuit et de Lapin maudit et de plein d'autres œuvres asiatiques qui cassent totalement ces codes-là. Hein. Ce que j'ai pas trop non plus aimé dans ce recueil de nouvelles, c'est que la protagoniste est très vide. J'entends que c'est pour que chaque lecteur, chaque lectrice puisse s'identifier à la protagoniste. Elle est un peu maladroite, elle est un peu gauche, elle connaît pas tout du monde, donc ça permet aux lecteurs et aux lectrices de découvrir l'univers un peu en même temps qu'elle. Mais du coup, on sait pas ce qu'elle fait dans la vie, on sait pas pourquoi elle a décidé de travailler dans le grand magasin des rêves. Enfin, c'est un peu dit au début, mais c'est pas tant expliqué, c'est pas tant exploité. C'est politiquement correct, quoi. Après, je peux comprendre que des gens aient apprécié ce recueil de nouvelles. Hein, c'est juste que moi, c'est plus ce que je recherche. Et les 3 derniers livres de ce début d'année, le mois de mai n'est pas tout à fait fini. Est-ce que vous allez m'emporter rigueur après 5 ans d'absence? On va dire que non. Tout d'abord, j'ai lu en lecture audio Les Sirènes de Emilia Hart. C'est le 2e roman traduit, et je crois même tout court, d'Emilia Hart. Et vraiment, j'avais très hâte de découvrir ce qu'elle allait encore nous proposer, puisque j'avais beaucoup aimé son premier roman qui s'appelle La Maison au sortilège en français, que j'avais vraiment beaucoup aimé et que je recommande également. Je l'ai préféré à La Maison au sortilège parce que la narration et la construction du roman était un peu plus intéressante à mon avis. Nous suivons Lucie qui, suite à une bévue à son université, dont elle est responsable, elle va fuir son université et se réfugier chez sa sœur Jess. Et Jess habite dans une maison au bord d'une falaise, vraiment sur les côtes. Et en fait, Lucie, elle a une particularité, c'est qu'elle fait des rêves
un peu particulier, dans le sens où elle a l'impression d'être plongée dans un naufrage qui a eu lieu des années auparavant, je crois 400 ans, 200 ou 400 ans avant ce qui se passe dans le roman, enfin avant l'histoire de Lucie. Et quand elle va rentrer chez sa sœur qui est absente, elle va se rendre compte qu'elle est peut-être pas la seule à avoir ce genre de vision. On retrouve donc cette double narration passé-présent que j'avais déjà beaucoup aimé dans La Maison au Sortilège. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle intégrait beaucoup plus des éléments de notre vie actuelle dans son roman. En l'occurrence, Lucie écoute un podcast sur des disparitions qui ont lieu sur les plages aux abords de la maison de Jess. Disparitions mystérieuses, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Il y a quand même ce petit côté thriller qui a vraiment attisé ma curiosité, alors qui est un peu abandonné passé la moitié du bouquin, ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que le côté podcast, je trouvais vraiment intéressant. Cependant, j'ai quand même passé un très bon moment avec les protagonistes, avec Emilia Hart. C'est une autrice, je pense, que je vais suivre parce que vraiment les thématiques qu'elle aborde, parfois c'est pas tant subtil que ça, mais je sais pas pourquoi avec Emilia Hart ça passe. L'avant-dernier livre de cette sélection, c'est Légende et Laté de, comment qu'il s'appelle, Travis Baldree, où nous allons suivre Vive, non je ne me souvenais pas de son nom, qui va décider d'ouvrir un café dans un univers de fantasy, dans un monde où les gens ne connaissent pas le café. Ils savent pas ce que c'est, ils connaissent le thé, mais ils connaissent pas le café. Et donc on va suivre la protagoniste dans la construction du café, les premiers clients, comment est-ce qu'elle va employer des gens également dans son café. Le début fut long, mais long. La construction du café doit faire peut-être 5 chapitres. Ah mais j'y suis allée à reculons, hein. Oh là 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 là. Ah, j'étais vraiment pas dedans. Et puis, petit à petit, à partir du moment où Vive et les autres employés vivaient dans le café et faisaient vivre ce lieu, et là, j'étais prise dans l'atmosphère, j'étais prise dedans. On va dire que le manque d'enjeu m'a un peu ennuyée, mais je me suis laissée prendre par l'atmosphère du bouquin et surtout par les descriptions de l'auteur, parce qu'il arrive à nous décrire plein de saveurs, plein de senteurs, et c'est ça qui m'a fait vraiment plonger dedans. Si vous avez envie d'un roman typiquement Pinterest, où vous allez le lire dans le plaid, dans votre fauteuil, dans votre lit, avec le petit mug de chocolat chaud et la cheminée avec le feu qui crépite, là c'est parfait. Et le dernier livre que j'ai lu, qu'on peut lire en parallèle avec Procès Mazan, parce que ça regroupe pas mal de thématiques, il s'agit de Corps, 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 de Karine Dabadi, je vais y arriver, et Matcha Série, publié aux éditions Globe. Je l'ai reçu de la part de Margot, donc si jamais elle passe par là, je la remercie encore grandement de me l'avoir envoyé. Comme vous pouvez le lire au sous-titre, c'est le carnet d'une médecin légiste. Et l'autrice, dans ce livre, va aborder son métier de médecin légiste, mais aussi et surtout les violences faites aux femmes, les VSS, les féminicides et tous les autres sujets qui se rapprochent à ça et qui peut être lié aux enfants. Vous savez, c'était particulièrement intéressant à suivre. Elle nous donne énormément de chiffres. Alors, à certains moments, c'était un peu longuet parce qu'elle nous donnait énormément d'analyses, énormément de chiffres, énormément de faits statistiques sur les VSS. Et quand elle aborde des cas vraiment précis qu'elle a pu vivre, elle, en tant que médecin légiste, c'était hyper intéressant. Elle n'est pas là pour faire du sensationnalisme, elle est là pour parler de son métier et ça se sent et ça fait du bien. Ce fut une lecture vraiment intéressante que je vous recommande et puis, comme dit, lisez-le en parallèle du livre de Mathilde Lévesque parce que, en fait, ils se font énormément écho l'un à l'autre. Voilà. Et je reviens pas avec une vidéo qui dure 5 minutes, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que mon retour vous fait un minimum plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir de revenir sur YouTube. Ça m'avait vraiment manqué de juste de me poser et de parler des lectures que j'ai faites. Surtout que maintenant, c'est beaucoup plus confortable qu'à l'époque qu'il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, je devais me glisser entre ma bibliothèque et mon lit et placer mon trépied comme je pouvais. Là, j'ai beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus confortable. N'hésitez pas à commenter, partager et à mettre en commentaire les livres que vous avez lus en ce début d'année 2025. J'ai vraiment très hâte de vous lire et à voir si on est toujours en raccord niveau lecture, vous et moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Est-ce que je le fais ?
Bon, allez, petit plaisir, je sais pas si je la garderai longtemps, mais petit plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.